Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons vu dans une capsule précédente la différence entre l'idéologie conservatrice, libérale et ultralibérale. Et nous avons compris que lorsqu'un parti ultralibéral prend le pouvoir, c'est souvent de manière cachée, sous de fausses représentations, habituellement sous le déguisement d'un parti libéral ou démocrate, afin de ne pas alerter la population sur ses véritables intentions. Et nous avons vu que sa stratégie sera de mettre progressivement en place des lois imposant à la population une série de micro-concessions qui, additionnées les unes aux autres sur plusieurs décennies, vont finir par modifier fondamentalement les valeurs, la culture et l'identité nationale. Bien sûr, pour que cette stratégie fonctionne, le gouvernement ultralibéral fantôme devra imposer ces micro-concessions à un rythme suffisamment lent pour que la population arrive à les digérer, sans que cela ne crée de révolte nationale, ne dégénère en guerre civile. Puis nous avons vu que l'ultralibéralisme ne se fonde pas sur la recherche du bien commun, que ce système de valeurs se fonde plutôt sur le postmodernisme. Qu'est-ce que le postmodernisme? Aujourd'hui, nous répondons à cette question. Cette capsule s'inspire des propos du Dr. Jordan Peterson tirés du podcast The Joe Rogan Experience, le 958e de l'animateur américain. Le postmodernisme est une philosophie découlant du marxisme, ayant inspiré Lénine, Hitler et Mao. Partout où le marxisme a été expérimenté, le test s'est soldé par des millions de crimes contre la population. On attribue surtout le développement du postmodernisme à Jacques Derrida, intellectuel français devenu populaire à la fin des années 70 lorsqu'il a été introduit en Amérique par le biais du département de littérature de l'université Yale. Derrida adhérait au marxisme au départ, mais cette doctrine a produit un si grand nombre de régimes tyranniques au 20e siècle que même les intellectuels français radicaux comme lui ont été forcés d'admettre au milieu des années 70 que le marxisme était en déroute. Derrida a donc décidé de modifier la doctrine originale. Au lieu de promouvoir la révolution de la classe ouvrière contre la classe capitaliste, ce qui est l'essence même du marxisme, le postmodernisme viserait plutôt la libération des groupes opprimés, des griffes des groupes oppresseurs. Dans cette nouvelle mouture, le monde n'est plus divisé en classes économiques, mais en tribus ou en groupes identitaires, si vous préférez. Ce n'est plus les détenteurs de capitaux qui sont l'ennemi à abattre, mais les individus assimilés aux groupes identitaires ayant érigé des sociétés libellées comme patriarcales, où les femmes ont longtemps été privées du droit de vote, les Noirs privés de leur liberté, les gays persécutés et les Autochtones dépossédés de leurs terres et de leur culture. Bref, l'ennemi à abattre pour les postmodernistes, c'est l'homme blanc, hétérosexuel et judéo-chrétien. Les disciples du postmodernisme ont progressivement investi le gouvernement canadien en cachant bien leur jeu, sachant bien que seule une minorité infime d'électeurs ne soutiendrait des idées aussi controversées. Puis, une fois élus, ils ont mis de l'avant leur idéologie, déclarant la guerre aux oppresseurs. C'est ainsi que, dès les années 70, des micro-mesures ont été mises en place pour qu'à compétence égale, ce soit d'abord des athées de préférence marxiste plutôt que des croyants qui soient engagés dans les postes influents de l'État, puis des femmes plutôt que des hommes dans les institutions et les grandes entreprises, puis des personnes de couleur, puis des membres de la communauté LGBTQ, puis des Autochtones, puis des immigrants. De micro-réforme en micro-réforme, divisant de plus en plus les Canadiens, on a fini par créer une situation où les postes attribués aux groupes identitaires opprimés ne le sont plus uniquement sur la base du mérite personnel, ni sur la base de compétences égales, mais sur des quotas imposés par le gouvernement. C'est le concept de nivellement des opportunités vers le bas.
Le Journal de Montréal nous en dévoila un exemple en 2023, nous racontant l'histoire de Jonathan Dagenet, chargé de cours à l'Université McGill, qui avait postulé sur un emploi de professeur. Bien que le comité de sélection avait jugé que sa candidature était la meilleure, il a néanmoins été rejeté par l'organisation, victime de discrimination à l'embauche par le doyen de la faculté, simplement parce qu'il est un homme, et par surcroît de couleur blanche, ou dit autrement, parce qu'il ne fait pas partie de la diversité. Les postmodernistes au gouvernement sont engagés depuis des décennies dans des jeux de pouvoir dont l'objectif est de remplacer les groupes identitaires oppresseurs par des groupes identitaires qu'ils définissent comme opprimés, dont ils font bien sûr eux-mêmes partie. C'est ce que l'on appelle la politique identitaire. C'est ainsi que le Canada a progressivement cessé d'être une méritocratie, où les emplois sont décernés sur la base du mérite personnel, pour devenir une déméritocratie, discriminant en défaveur des hommes blancs, hétérosexuels et judéo-chrétiens parce qu'ils appartiennent au mauvais groupe identitaire. Au revoir.